Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 6 juillet 2023 et le 6 juillet est une date importante pour le média car notre dossier de conventionnement est passé en collège plénier hier. L'Arcom rendra donc sa décision aujourd'hui. C'est une étape déterminante pour que le média devienne une véritable chaîne de télévision. Dans cette dernière ligne droite, on a besoin de vous. Notre pétition a déjà recueilli environ 50 000 signatures. Signez-la, vous aussi, et montrez à l'Arcom et aux opérateurs internet que vous êtes nombreux à vouloir d'une autre télévision. La France peut-elle sortir de la crise dans laquelle elle est plongée sans remettre en cause le logiciel pour le moins problématique des syndicats de police et auquel se soumettent désormais un très grand nombre de politiques et l'essentiel des médias? La question s'est encore posée aujourd'hui avec les derniers dérapages de Laurent-Franck Liénard, avocat du policier qui a donné la mort du jeune Naël, 17 ans, à Nanterre. Car Laurent-Franck Liénard n'est pas vraiment un avocat comme les autres. Il est l'un des porte-parole les plus puissants du lobby policier qui veut se couvrir d'impunité. De ce sujet et d'autres, notamment la poursuite de ce qui ressemble à une Coupe de France du racisme sur le flanc droit de l'échiquier politique français, on en parle dans ce nouvel épisode de notre bulletin d'infos d'été. La décision est tombée ce matin. Le policier qui a donné la mort à Naël, 17 ans, à Nanterre, restera en détention provisoire. Ainsi en a décidé la cour d'appel de Versailles, aux grandes dames du concerné et de son avocat, qui n'a pas hésité à exprimer sa frustration devant les caméras de télévision. On peut le placer sous contrôle, sous bracelet électronique, et ainsi on s'assurera qu'il n'a pas de proximité ou d'échange avec son collègue. Tout est possible sous contrôle judiciaire. Non, ça c'est véritablement un fantasme. Je ne défends pas un délinquant, je ne défends pas quelqu'un qui vend de la drogue. Je défends quelqu'un qui est agent d'une administration publique chargée d'un service de police. Quelqu'un qui, toute sa vie, a fait respecter la loi. Il ne va pas la violer demain. C'est faux de le prétendre. Et surtout, il n'y a aucun élément objectif qui permette de penser qu'il va le faire. Et le fait de le protéger peut-être aussi des autres, on sait que son adresse a pu circuler, son nom. Est-ce que ce maintien en détention, c'est une façon aussi de le protéger? Alors, hélas, je pense qu'il est moins en sécurité en détention qu'il ne le serait libre sur l'espace public et sous protection policière. Je pense que la bonne sécurité, c'est d'être sous protection policière et c'est certainement pas d'être en détention. On va dire que ces arguments, c'est de bonne guerre. Mais l'avocat du policier, par qui le scandale est arrivé, ne s'arrête pas là. On peut noter qu'il veut absolument faire passer son client pour une victime, sinon la victime de ce drame. C'est un tsunami dans sa vie. Il est encore frappé. Il est frappé comme quelqu'un qui a connu un traumatisme majeur. Vous voyez, il est encore dans la sidération, il est encore en état de sidération. Et on le voit, on lui parle, mais il y a encore plein de choses qu'il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas du tout cette situation. Et pour lui, c'est totalement désespérant. Là, il prend cette nouvelle, elle est cauchemardesque pour lui. Mais plus grave, Laurent-Franck Liénard s'en prend vivement à l'institution judiciaire qui vient, on le rappelle, de refuser la liberté provisoire à son client moins de 10 jours après les faits. Il garde espoir, il va continuer à se battre, mais est-ce qu'il en aura encore beaucoup l'énergie? Est-ce qu'il aura encore beaucoup le courage? Parce que vous savez, cette machine à broyer judiciaire, elle est terrible. Quand elle s'abat sur vous, elle est vraiment terrible. Il poursuit donc dans sa lancée, dans des propos retranscrits par de nombreux médias. Mon client est en prison pour éteindre les feux, éviter que les gens pillent des magasins. Pour apaiser des gens qui expriment leur colère, on place quelqu'un entre quatre murs, loin de sa famille. Ça me choque beaucoup, il n'a rien à faire en prison. La seule chose qui a joué, c'est le trouble à l'ordre public. On dit que si on le laisse sortir, ça va reflamber. C'est la rue qui tient la justice, et ça n'est pas raisonnable. Passons sur le fait qu'un adolescent est mort et sur les images accablantes qui ont fait le tour du monde. Passons sur le fait que des jeunes gens sont en ce moment jugés en comparution immédiate et condamnés lourdement, comme ce jeune homme qui a écopé de 10 mois de prison ferme pour avoir volé une canette de Red Bull. Les propos de Laurent-Franck Liénard sont avant tout politiques, et ils s'inscrivent dans le sillage de ceux d'Alliance, le syndicat de police majoritaire, généralement classé à l'extrême droite. On se souvient de la fameuse manifestation des policiers du 19 mai 2021 et des propos
du patron d'Alliance. Faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice! C'est ce que dit aujourd'hui en d'autres termes l'avocat du policier mis en cause dans la mort de Nahel. Un avocat, on le disait déjà précédemment, au profil bien particulier. C'est lui d'ailleurs qui défend les 3 gendarmes qui ont ôté la vie à Adama Traoré en 2016. 2 des 3 policiers mis en cause suite au décès de Cédric Chouviat 4 ans plus tard, mais aussi les 3 policiers qui ont tiré et causé la mort d'une jeune fille le 4 juin 2022, rue Ordener à Paris. Au total, Laurent-Franck Liénard a défendu des flics dans plus de 3000 affaires. Cet ancien militant de l'UMP, qui a failli devenir commissaire de police selon Le Monde, a notamment défendu en 2020 le droit d'étrangler des forces de l'ordre. Écoutez. Ça fait 15 jours ou 3 semaines qu'on parle de son métier en mal. Lui, il est persuadé de faire le bien. Il est persuadé tous les jours de faire le bien. Et on parle de lui en mal, et son ministre lui a enfoncé la tête. Et il me dit, mais comment je m'en sors de ça, moi? Comment je m'en sors? Je lui ai dit, changer de travail. Quitter la fonction. Il y a d'autres métiers à faire. Il me dit, oui, mais j'ai ça chevillé au corps. Je vis pour mon travail. Je veux être policier. Je veux aller interpeller les gens. Je veux pouvoir les étrangler quand ils luttent. Celui qui se plaît à dire qu'il ne défend ni les crapules, ni les ripoux, a aussi une vision intéressante du racisme dans la police. Évidemment qu'il y a du racisme dans la police. Il y a du racisme dans toute organisation humaine. Et d'ailleurs, être raciste, c'est autorisé par la loi. Ce qui est interdit, c'est les manifestations d'expression raciste. On va dire qu'il vaut mieux entendre ça qu'être sourd. En tout cas, la police, racontée par Laurent-Franck Liénard, c'est un peu le monde des bisounours. Et pourtant, dans son édition d'aujourd'hui, Le Parisien révélait l'existence d'une fiche de police dite Pégase, écrite le jour de la mort de Nahel, rédigée par un agent situé à l'avant de la voiture pour stopper Nahel. Et que ce dernier aurait essayé de repartir en fonçant sur l'agent des forces de l'ordre. Un récit imaginaire, comme on le sait désormais. Les fiches Pégase, nous explique Le Parisien, sont en général rédigées sur la foi des agents intervenants. Dans le cas d'espèce, soit le policier qui a tiré, soit son collègue. On est obligé de se poser la question, et si les vidéos n'avaient pas existé? On vous parlait hier d'un jeune homme de 27 ans tué à Marseille dans la nuit de samedi à dimanche par un tir de LBD dans le thorax. Si la version policière met en avant la crise cardiaque, le parquet, lui, évoque bien les conséquences d'un tir de LBD. Ce matin, sa femme a d'ailleurs témoigné auprès de nos confrères de BFM TV. Écoutez. Non, mon mari ne fait pas partie des émeutes. En fait, mon mari, il est tout gentil. Il prenait juste en vidéo ce qui se passait vers rue Saint-Périol, la Faute-Locker. Il m'a laissé, vous voyez, sa mère, on est encore sur le choc. Moi, je veux qu'il me ramène le droit de mon mari, en fait. Moi, je veux que mon mari, comment il a été tué, je veux savoir, je veux que la justice fait bien son travail, en fait. Pourquoi? Moi, je crois en justice, mais je veux que la justice fait bien son travail. Ils me disent que de 22h jusqu'à 23h, il n'est pas sur les caméras de surveillance, alors que toute la journée, il est sur la caméra de surveillance. Il me dit qu'il a eu une crise cardiaque, alors que mon mari, il a été tiré dessus, ils l'ont tiré dessus. Quand on était à l'hôpital, normalement, ils appellent la police de suite. La police, ils ont mis du temps à venir. Ils ont attendu que nous, on n'est plus là-bas pour qu'ils viennent. Elle a aussi témoigné au micro de nos confrères de RTL. Elle y explique que son mari ne faisait pas partie des émeutiers. Mon mari, il a rien fait de mal. Depuis qu'il a eu un enfant, il a tout arrêté. Et il n'est pas ce genre qui casse ou qui fait quelque chose. Il faisait rien, mon mari. Regardez les gens, il prenait en photo, c'est tout ce qu'il faisait. J'ai la vidéo qui prouve que mon mari a rien fait. Et même la procureure m'a dit que votre mari n'était pas avec les émeutes. Votre mari faisait rien. Moi, à mon avis, c'est le policier qui lui a tiré dessus, monsieur. Ça doit être, il a vu en train de le filmer, il lui a tiré avec un flashball, quoi. Quand on a voulu le sauver, il était déjà mort, mon mari. Nous, déjà, on est choqués, on est sur le choc. Maman, si vous voyez dans quel état elle est dans un état pitoyable. Moi, il m'a laissé avec un enfant et en bas âge et je suis enceinte de 1 mois. À 22 ans, vous imaginez quand il va grandir, il va me dire, il est où mon père? Qu'est-ce que je vais lui dire? Affaire à suivre, bien entendu. La Coupe de France de la récupération politique et surtout raciste des révoltes urbaines continue. Hier, Jacqueline Eustache-Brignot, une sénatrice Les Républicains, se laissait aller à l'abject. C'était pendant l'audition de Gérald Darmanin hier au Sénat. Écoutez. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que oui, vous allez me dire, la plupart des gens qui ont été arrêtés sont français, d'accord, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ils sont comment français? Et moi, ça m'interroge. Donc je voudrais savoir quand même si, un jour,
afin que nous puissions y travailler. Nous allons pouvoir connaître quels sont ces enfants issus de l'immigration, pour lesquels probablement des choses ont été ratées, puisqu'ils ne se considèrent pas comme français, puisqu'ils ont une haine de la France que moi, élu, malheureusement depuis quelques années, je n'ai jamais ressenti comme je le ressens aujourd'hui, cette haine de la France. On avait déjà eu Bruno Retailleau hier, Geoffroy Roux de Bézieux, le président sortant du MEDEF, avant-hier. Et maintenant, c'est au tour d'une sénatrice et même d'une ancienne ministre pressentie en 2022 pour être nommée à Matignon, au coude à coude avec Elisabeth Borne. Catherine Vautrin dresse une analyse sociologique des quartiers populaires pour le moins originale. Pourquoi est-ce que, effectivement, on a beaucoup de mal à ce que la population change? Parce que, jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un dont la situation évolue, professionnelle, financière, qu'est-ce qu'il fait? Elle s'en va. Elle s'en va. Et donc, finalement, elle est remplacée par quelqu'un qui est tout aussi, voire encore un peu plus précaire. Pourquoi est-ce que, comme vous le dites, on n'arrive pas à faire cette mixité? C'est pas faute d'avoir mis en place un certain type de logement, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas un logement social, mais des logements sociaux. Et suivant les logements que vous construisez, le reste à charge, donc le loyer pour l'habitant n'est pas le même. Et donc, si on fait des programmes mixtes sur le papier, on peut proposer à d'autres personnes de venir habiter. La question, pourquoi est-ce que ces personnes ne viennent pas, ou si elles viennent, et je peux vous faire un exemple précis, boulevard Wilson à Reims, avec des logements PLS, 80% de la population française peut habiter dans un PLS. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas? Parce que minés par le trafic de drogue, parce qu'ils en ont marre que leur voiture soit cassée, ils en ont marre que la boîte aux lettres soit arrachée, ils en ont marre de ne pas pouvoir acheter une tranche de jambon, des choses basiques qui, quelque part, nous ramènent à ce débat précédent, qui n'est donc pas une question d'angélisme, mais une première question qui est comment assurons-nous la sécurité dans un quartier? On en arrive à un point où Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, le fameux théoricien de la mollesse de Marine Le Pen face à l'islam, s'est senti obligé de tempérer le caractère supposément identitaire des émeutes. Écoutez. J'ai regardé, et faites-le dans vos commissariats, dans vos brigades de gendarmerie, qui sont ces gens? Oui, il y a des gens qui, apparemment, pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Mathéo, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi. Et l'explication n'est pas l'explication seulement identitaire me paraît très erronée. Eh bien, on l'avait pas vu venir, celle-là. Non mais si, en fait, parce qu'il a quand même trouvé le moyen de faire le lien avec l'assimilation. Donc, pas identitaire pour le ministre de l'Intérieur, mais un peu quand même. La plateforme de collecte de fonds américaine GoFundMe est-elle de mauvaise foi? La direction de GoFundMe a en effet estimé que la cagnotte en soutien aux policiers qui a tiré sur Naël ne contrevenait pas à ces règles, car, et je cite, « les fonds seraient versés directement à la famille ». Ce choix douteux a fait réagir énormément de monde, notamment 3 anciens salariés de la plateforme qui, dans une tribune publiée hier par le journal Libération, ont exprimé leur indignation. Pour eux, cette décision est moralement inacceptable et envoie un message clair de soutien à un policier mis en examen pour homicide, ce qui est contraire aux règles énoncées par GoFundMe. Car dans ces conditions d'utilisation, il est clairement stipulé que la plateforme se réserve le droit de suspendre à son entière discrétion toute cagnotte qui reflète, incite ou promeut un comportement jugé comme étant une incitation à la haine ou bien encore à la violence. Alors pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? La plateforme peut encore retirer cette cagnotte, bien qu'elle soit déjà fermée et que le montant a déjà été remboursé aux participants, mais aucune action n'a été encore établie à ce jour. Et face à cette inaction, les 3 anciens employés ont appelé GoFundMe à prendre ses responsabilités. Dans le cas contraire, l'entreprise pourrait devenir la plateforme de collecte de l'extrême droite en France et en Europe et qui mettrait en péril les valeurs de solidarité et d'entraide. Tous demandent la suppression de cette cagnotte et appellent à la signature de la pétition en ligne qui va dans ce sens et qui a déjà atteint les 60 000 signatures. L'ordre, le calme, la concorde. Ce sont les premières réponses aux révoltes urbaines, selon Emmanuel Macron, en visite aux élus de Pau ce matin. En quoi ça vous aide, Monsieur le Président, de rencontrer des élus? Vous en avez vu beaucoup? On continue de travailler, j'en ai vu beaucoup, j'ai vu les maires. Ça vous apporte quoi de leur... Nous avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation, donc on va continuer de travailler. D'abord, la première réponse, c'est l'ordre, le calme, c'est la concorde.
Et ensuite, c'est de travailler sur les causes profondes. Le président de la République fait étape au fief de François Bayrou aujourd'hui pour y rencontrer les élus. Un pèlerinage annuel, a raconté Emmanuel Macron, à l'intérieur de l'hôtel de ville. Il a ajouté, je cite, « Je suis venu faire campagne, je suis venu débattre, je suis venu à vos côtés pour le sport et le Tour de France, pour la culture et le foirail. » Mais le vrai sujet, on le sait tous, ce sont les révoltes urbaines qui perturbent les 100 jours d'apaisement de l'exécutif. Révoltes qui ont également eu lieu à Pau et ses alentours. Le premier réflexe d'Emmanuel Macron, l'ordre. Le chef de l'État se place en patriarche face à ses élus. Je cite encore, « Je suis devant vous dans un moment grave pour le pays. Rétablir l'ordre républicain, c'était un des axes que j'avais donné. L'ordre a été rétabli. Mais il faut essayer aussi de comprendre et de bâtir, tout en évoquant encore le rôle des réseaux sociaux qu'il envisage de couper et qui ont été limités pendant les révoltes. Entre ceux qui le jugent responsable et les autres qui lui reprochent de ne pas être assez fort, Emmanuel Macron promet que, dans les prochaines semaines, il faudra prendre des décisions profondes qui demanderont une grande motivation. La réponse française à ce que nous vivons, c'est à nous de la trouver. On peut lui donner des indices, des services publics, un meilleur salaire, une retraite, la fin de l'impunité et surtout du racisme policier. Visite terminée à midi, le président devait se rendre à Tarbes pour le départ de la 6e étape du Tour de France. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'infos quotidien qui entre dans notre programmation d'été. Nous réduisons quelque peu la voilure en effet, avec la fin de l'émission Toujours Debout en direct, mais l'actualité ne s'arrête pas. Et nous continuons à vous fournir, dans ces moments importants, nos reportages, nos enquêtes, nos entretiens, les plateaux d'analyse et de décryptage, au quotidien. C'est l'été et notre survie, l'intégrité de notre projet éditorial dépendent toujours de votre soutien et de vos dons. Si nous voulons survivre à l'été et être prêts pour le grand virage de la saison 7 du média, il nous faut mobiliser au moins 100 000 euros de dons. Déjà 58 500 euros ont été récoltés, merci infiniment. Rendez-vous sur www.lemediatv.fr/soutien, on compte sur vous, restez connectés aux médias.